le gros volet, c'est le volet plaidoyer politique. On peut appeler ça du lobby si on veut, hein. Moi, j'ai pas de problème avec le mot. Notre boulot, c'est de faire changer les politiques publiques. Voilà. Et donc de peser sur les décideurs pour faire changer les politiques publiques. Donc peser sur des décideurs qui sont les ministères, les parlementaires, mais aussi on travaille aussi avec les acteurs économiques. Parce que si la transition écologique qu'on veut, elle ne se fera pas sans les acteurs économiques. Donc il faut qu'ils le fassent aussi. Donc il faut les convaincre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. C'est bien que le marché tout seul ne régule pas. Ça ne marche pas. Il faut, si on dit ça c'est important, il faut éviter la pollution, il faut éviter de faire ça, il faut arrêter d'artificialiser les sols pour telle et telle raison, il faut mettre des cadres, il faut mettre des règles et il faut que ça soit respecté. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Merci de me recevoir dans vos locaux. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement, même si vous avez un parcours qui est assez riche, ça va être dur de le résumer rapidement. Alors moi je m'appelle Bénédicte Herbelin, j'ai 60 ans. Je suis ingénieur agronome de formation et j'ai fait un parcours, alors j'ai commencé par faire un parcours professionnel, de l'enseignement agricole pendant quelques années parce que je ne trouvais pas d'autre travail et puis je suis rentrée à la Confédération paysanne, donc au siège national en 1989, voilà, donc j'y suis restée 11 ans. Donc tout le monde sait aujourd'hui ce que c'est que la Confédération paysanne, mais quand j'y suis rentrée, c'était pas très connu en fait. Je sais même pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est que la Confédération paysanne ? C'est un syndicat agricole qui se bat pour en fait une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs, et qui a des grands leaders comme José Bové par exemple. Donc celui-là, il est quand même connu, ça fait partie des noms qui parlent. Et c'est des gens aujourd'hui qui défendent le retour d'avoir beaucoup de paysans, d'avoir plutôt l'agriculture paysanne, pas forcément que de l'agriculture biologique, mais aussi de l'agriculture biologique, l'agroécologie et la défense des circuits courts et d'avoir une production de qualité pour tout le monde en fait. Voilà. Beaucoup de producteurs fermiers, etc. Voilà. Ça va pas être des grands champs avec du Monsanto, ça va être plutôt quelque chose. Ça va pas être des grands champs avec du Monsanto, ça fait partie des gens, s'il n'y a pas d'OGM en France, c'est grâce à la Confédération paysanne en fait. Parce que ça fait partie des gens qui se sont battus contre. Et sinon, s'il n'y avait pas eu la conf, il y aurait eu des OGM partout. Voilà. En France, et il y en aurait eu plus que ça en Europe. Ça fait partie des gens qui se sont battus contre. C'est effectivement plutôt des agriculteurs de taille petite à moyenne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dedans des grands céréaliers. Il y en a qui font le choix aussi, même s'ils sont dans des grandes cultures comme ça, par conviction personnel, par conviction sociale, d'être aussi membre et militant à la Confédération paysanne. Donc j'y suis restée 11 ans, j'ai appris énormément de choses, voilà, je travaillais avec des gens formidables, vraiment formidables, des gens engagés, et puis ensuite, à bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour. Et puis, à l'époque, la Conf travaillait notamment avec une association qui s'appelait Solagral, elle n'existe plus aujourd'hui, qui une association. Alors Solagral, ça veut dire solidarité agricole et alimentaire, et qui travaillait sur en fait les régulations internationales, les politiques agricoles, et déjà sur les enjeux climat. Était pionnière en fait parmi les associations de solidarité internationale, travailler sur ce sujet. Et pour avoir plus d'équité, pour un monde plus équitable en fait, et aussi un peu sur les questions sociales, et donc beaucoup sur les négociations commerciales internationales. Et un petit peu par hasard, un jour, je devais travailler. J'ai Yannick Jadot au téléphone, en fait, parce que c'était lui qui était délégué général de Solagral à l'époque. Et il m'appelle et il me dit écoute, on est en retard là sur le boulot qu'on doit faire ensemble parce qu'en fait, on a un poste qui est vacant depuis longtemps et on n'arrive pas à le pourvoir. Tiens, je t'envoie l'offre et peut-être que tu pourras la diffuser dans ton réseau. Il y aurait peut-être des gens intéressés. J'ai regardé l'offre, j'ai dit et je l'ai rappelé. Je lui ai dit en fait, je vais postuler parce que ça m'intéresse. C'est pour moi ce truc, voilà. Donc je suis rentrée à Solagral en 1900. Donc c'était en 2000, voilà. C'était juste après le procès de José Bové à Millau. En fait, mon dernier boulot à la Conf, ça a été de coordonner. Alors j'étais pas toute seule, on était plusieurs à coordonner, mais coordonner ce grand rassemblement de Millau quand même. J'avais cette
temps? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Eh ben, il y avait eu le démontage du McDo de Millau par José Bové. Et ensuite, enfin, José pas tout seul, il y en avait d'autres. Hein. Ils étaient, 7, je crois, inculpés. Et donc, il y a eu un grand procès. Et il y avait un procès. Et on avait décidé de faire de ce procès un grand rassemblement altermondialiste avec un grand concert. Et avec tout le monde qui nous disait « Oh là là, mais vous allez avoir... faites attention, il va y avoir des trucs qui vont se passer, ça va être la catastrophe, il y aura des dégâts et tout ça. » Et en fait, il n'y a rien eu du tout. Il y a eu une cheville foulée parce que quelqu'un... on était dans un grand champ à Millau, tout ça. Voilà, et voilà, c'était un grand moment, en fait, un grand souvenir. Hein. C'est parce qu'on avait mis... je sais plus combien, 100 000 personnes à Millau. Enfin, c'était un truc délirant. Ah ouais, c'était un beau pot de départ, là, comme vous pouvez le dire. Ouais. C'était mon dernier jour, en fait. Voilà, l'avant-dernier. Voilà, donc je suis arrivée à Solagral où donc j'ai fait... Alors là, pour le coup, j'ai basculé dans la solidarité internationale. Ça veut dire beaucoup travailler sur les échanges commerciaux internationaux, aller travailler, aller faire de la formation, sensibilisation, explication dans des pays notamment africains francophones sur des questions de sécurité alimentaire et sur des questions d'échanges commerciaux. Donc c'était totalement un autre monde, totalement autre chose, avec des gens tout aussi passionnés, tout aussi experts, tout aussi militants. À l'époque, dans le conseil d'administration, il y avait Laurence Tubiana, que tout le monde connaît, puisque c'est une des chevilles ouvrières de l'accord de Paris de 2015 sur le climat et de la COP 21, voilà. Beaucoup de gens qui étaient des chercheurs, et puis voilà, où en 2003 Solagral a déposé le bilan, en fait. Voilà, parce que les associations aussi, ça peut faire faillite, parce qu'on avait plus d'argent, mal anticipé la fin d'un gros projet européen. Et donc on restait, on était quelques salariés à vouloir continuer à travailler ensemble. Et puis moi je suis partie voir d'autres associations de solidarité internationale, d'autres ONG comme on dit. J'étais les voir, j'étais leur dire voilà, on est 4, on veut bosser ensemble, voilà ce qu'on sait faire, voilà. On arrive avec un petit peu avec des projets, donc on sait que nos financeurs, certains vont nous suivre. J'avais déjà été les voir et donc j'ai fait le tour, j'ai été voir plusieurs ONG. Et puis, il y en a une qui m'a dit banco, c'était le GRET. Et donc, le GRET, c'est une association... Alors, c'est une association qui n'est pas très connue hors du milieu de la solidarité internationale, mais dans le milieu, elle est extrêmement connue, très reconnue pour son professionnalisme, la qualité de ses interventions, la qualité des actions sur le terrain. C'est une très belle association qui fait des choses magnifiques dans les pays dans lesquels elle travaille, qui fait du développement sur le temps long, qui fait pas de l'humanitaire d'urgence, qui intervient dans des situations qui peuvent être parfois très compliquées. Ça a été une des premières ONG à intervenir au Cambodge alors que le régime des Khmers rouges était encore un peu replié quelque part et l'accord de paix n'avait pas encore été signé. Voilà. Et le GRET a commencé à travailler là, par exemple. Il a beaucoup travaillé pendant très longtemps au Myanmar, notamment dans l'état du Rakhine auprès des Rohingyas. En Afrique, en Haïti, beaucoup. Donc j'y suis arrivée, c'était en 2003. Voilà, donc on est arrivé à 4. À 4 de Solagral. Des ex de Solagral, donc à travailler toujours sur les enjeux de politique agricole, de négociation commerciale, de négociation climatique, essayer de porter ces enjeux-là au sein des associations françaises de solidarité internationale et aussi au sein du GRET. Et le GRET a une particularité, c'est que le directeur général du GRET, il est élu par ses collègues pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Et donc moi, quand je suis arrivée, c'était 1 an après, le directeur de l'époque a été réélu pour son 2e mandat, Serge Jaloux, qui n'a rien à voir avec mon profil, parce que Serge Jaloux, c'est un urbanisme, en fait, un spécialiste des questions urbaines. Et puis, quand Serge a fini son mandat, le président de l'époque est venu me voir, qui était en train d'essayer de faire émerger des candidatures. Il est venu me voir et il m'a dit « Mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça serait très bien si tu te présentais à la candidature du GRET, à la direction du GRET. » Alors, je l'ai regardé comme ça. Mais Yves, t'es sûr ? Tu devrais. Bon, bref. Donc, je me suis présentée. On était 2. J'ai été élue. Donc ça c'était en 2007, oui c'est ça, en 2007, et puis 3 ans après j'ai été réélue, voilà.
avec le même pourcentage de voix d'ailleurs. Soit 2/3. C'était la première fois que vous étiez à un poste de direction? Alors, à Solagral, j'étais à un poste, quand Yannick Jadot a quitté Solagral pour rejoindre la direction des campagnes de Greenpeace, j'étais délégué général. Mais Solagral, c'était tout petit. On était 10, 15, avec le pouvoir de gestion du délégué général était relativement faible, malgré le nom, parce que c'était très, très piloté par le conseil d'administration à l'époque. Voilà. Et donc là, me retrouver à la direction du... le GRET, ça n'a rien à voir. Hein. Le GRET, quand je suis arrivé, c'était 700 salariés. C'est-à-dire 700 salariés, donc à 100, 120 salariés de droit français, dont une partie au siège, on va dire, à l'époque, c'était 90, et puis 30 personnes expatriées avec des statuts divers. Hein. Il y avait des salariés expatriés, mais il y avait aussi des volontaires de solidarité internationale, comme ça s'appelle maintenant. Enfin, comme ça s'appelait à l'époque, ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, ce statut-là. Et comment ça se passe une prise de fonction avec 700 salariés Alors, il y en a 600, en fait, ils sont sur le terrain et ils sont des salariés de droit locaux. Donc, on les voit très rarement, en fait. Voilà. Comment ça se passe? Au début, première réunion, puis on se retrouve avec une équipe de direction, ce que j'avais jamais fait. Et donc, et puis vous avez vos collègues qui vous regardent en attendant que vous preniez des décisions. Et là, on est là... Ok, mais ils attendent quoi là, précisément de moi? Donc c'est un peu compliqué. Puis au bout d'un moment, les sujets arrivent sur la table et puis les collègues ils sont là pour vous aider. Et puis moi j'avais un président formidable à l'époque qui s'appelait Yves Lebars et avec qui j'avais un point tous les mardis matins. On faisait un point ensemble à 8h30, voilà, pendant une demi-heure. Et il m'a beaucoup aidé en fait dans la prise de fonction. C'était un vrai coach en fait. Voilà, et puis petit à petit, voilà, on prend les habitudes, on sait qu'il faut décider, et puis on prend des décisions, et puis on avance, on fait avancer les choses, on négocie, on va négocier avec des financeurs, on va porter la parole du GRET, on va faire des trucs sur le terrain, parce que on fait des missions sur le terrain pour aller voir ce qui se passe, les projets sur place, rencontrer les autorités locales, l'ambassadeur de France, le directeur de l'Agence française de développement, les gens des Nations Unies, l'Union européenne, tout ça, voilà. Donc j'ai vu des trucs formidables, j'ai vu un nombre de châteaux d'eau absolument incroyable, voilà. C'est d'à peu près toutes les formes, de toutes les tailles. J'ai vu des centrales de production de photovoltaïque, alors des mini-centrales, hein, bien sûr, voilà, de l'agriculture, des actions en milieu urbain, du développement social urbain, la microfinance, la micro-assurance santé, enfin tout un tas de choses diverses et variées qui étaient faites par le GRET, parce que le GRET, il travaille sur tous les secteurs du développement. C'est-à-dire souvent les associations sont spécialisées, il y en a qui vont faire de l'agriculture, il y en a qui vont faire de la santé, non, le GRET il fait tout. Sauf effectivement la santé, parce qu'il y a pas on fait de l'accès à la santé, on fait un certain nombre de choses de la nutrition, donc on s'en approche, mais il n'y a pas de médecin et on ne fait pas comment ça s'appelle, d'enseignement. Voilà, mais on va travailler dans des cantines scolaires, on va mettre en place des systèmes dans les écoles pour que les enfants puissent se laver les mains, qu'il y ait de l'hygiène, enfin tout ça. Donc on approche, mais c'est les deux secteurs sur lesquels le GRET ne travaille pas. Le GRET a travaillé beaucoup, moi quand j'y étais, sur les médias par exemple, voilà, pour faire en sorte d'avoir de la déontologie, développer de la déontologie dans le journalisme et le pluralisme, et notamment en Afrique subsaharienne, pour éviter la radio des Mille Collines. Vous savez, la radio des Mille Collines, c'est ceux qui ont fait l'appel à la haine pendant le génocide au Rwanda. Enfin, ceux qui ont lancé tout ça, pour éviter des choses comme ça quand même. Voilà. Donc pour rappeler qu'il y a la déontologie, tout ça, voilà, machin, etc. Voilà, donc j'ai vu plein de choses passionnantes. J'ai été confrontée à des crises compliquées. Quand vous avez un tremblement de terre en Haïti, moi c'est un jour, je peux vous raconter presque minute par minute ce matin-là. Voilà. C'était le 12 janvier, le 12 janvier, le tremblement de terre en Haïti. Nous, on l'a su, forcément, parce que ça s'est passé presque à 5 heures du soir. Enfin, il était 4h30 là-bas. Donc, c'était le milieu de la nuit en France. Donc, on n'avait pas les informations. Et moi, le lendemain matin, c'est mon radio-réveil qui m'a réveillée. J'entends tremblement de terre en Haïti. J'ai eu l'impression d'être restée tétanisée dans mon lit, en fait. Et en fait, je me suis levée tout de suite. Et mon premier réflexe, allumer mon ordinateur, récupérer le numéro de téléphone de mon collègue, Jackson Romain, qui était le représentant du GRET en Haïti, là-bas, un Haïtien qui était à la tête de l'équipe, pour essayer de l'avoir. J'essaye, premier coup sur son portable, ça passe pas. Deuxième coup, je l'ai eu tout de suite, incroyable, parce qu'après, plus rien passait. Et pour lui, il était le milieu de la nuit. Et je l'appelle et je lui dis, Jackson, ça va, je viens d'apprendre tout ça, ça va, vous allez bien, il y a des morts, c'est grave, c'est quoi, tout ça. Et lui, il me dit, non, ça va.
d'une voix super tranquille, il me dit non, tout le monde va bien, il n'y a pas de mort, etc. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais je me suis affolée pour rien, en fait. C'est un tout petit tremblement de terre de rien du tout. Et puis je lui ai dit, et à ce moment-là, je lui ai dit, je t'ai pas réveillé au moins. Et là, il a éclaté de rire. Et bon, voilà, donc je raccroche, j'étais chez moi, j'avale un thé, je vais au boulot. Et puis, en arrivant au bureau, il était assez tôt ce jour-là, parce que j'étais partie un peu tôt, j'avais plein de trucs à faire. J'allume mon ordinateur, et là, je vois défiler les images. Et là, je me suis dit, waouh! Puis j'ai vu les images, j'ai vu des lieux où j'étais allée, parce que j'étais déjà allée 2 fois à Port-au-Prince. Et j'ai vu les images, on voyait là où c'était, il y avait des endroits, je voyais très bien où c'était dans la ville. Et donc, je me suis dit, mais Jackson m'a dit que tout va bien, Et puis, je vois passer des collègues qui arrivaient, puis qui passaient à la tête de mon bureau. « T'as des nouvelles ?»« Oui, j'en ai, tout va bien, etc. » 1, 2, 3, bon, au bout de 3, j'envoie un mail à une liste, on appelait Grade Tous, en fait, à l'époque, j'envoie un mail à tout le monde, en France et tous les expats à l'étranger, pour dire, en français, en anglais, pour dire c'est bon, j'ai eu Jackson, tout va bien, etc. Merci, voilà, je vous rassure, a priori ça va, il n'y a pas de problème et tout ça. Et puis là, j'ai un collègue qui passe la tête, qui me dit non, mais il y a un souci là. Il y a Frédéric, on n'a pas de nouvelles. Alors Frédéric, c'était un collègue qui était en mission là-bas. Et il me dit, j'ai dit mais Frédéric, il n'était pas à Port-au-Prince, il est à Saint-Louis-du-Sud normalement quand il va en mission. Donc une autre ville plus loin qui n'était pas touchée par le tremblement de terre. Et là, le collègue Julien me dit non, si, il était à Port-au-Prince parce qu'il était venu à Port-au-Prince aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Et on n'arrive pas à le joindre. Alors là, je peux dire, ça commence. Donc je lui dis écoute, t'essayes de le joindre. T'appelles. Et il savait avec quel collègue haïtien il était, donc il a appelé pendant des heures, les deux numéros de portable. Puis à ce moment-là, moi j'ai eu, il y a sa famille, il y a Frédéric qui a appelé. Il y a son père. Il y a sa compagne. J'ai eu les deux en larmes au téléphone. Sa compagne était en larmes. Son père, non, mais il avait une voix... on a attendu avant d'avoir des nouvelles, je sais pas, 2 heures, 3 heures, peut-être. Et au bout de 3 heures, le collègue me dit, ça y est, je les ai eus. Ça n'a pas duré longtemps, mais ils sont tous les deux ensemble, ils sont vivants. Et en fait, ils étaient sur la route qui allait à l'aéroport. Quand le tremblement de terre a eu lieu, ils étaient dans la voiture, ils étaient sur la route. Donc, ils étaient loin des bâtiments, donc il n'y a rien qui leur est tombé dessus. Voilà. Et le bureau et ce qui s'est passé aussi, c'est que comme c'était la fin de la journée, il y avait beaucoup de collègues qui étaient déjà partis du bureau. Et à l'intérieur du bureau, quand le sol a commencé à trembler, il y a une des collègues qui était une volontaire Solidarité Internationale qui était là, qui a tout de suite compris. Et qui a tout de suite dit, on se met sous les linteaux des portes. Et donc, du coup, comme ça, le bureau était par terre. Hein. Moi, je l'ai vu après. Hein. J'y suis allée, j'ai vu le bureau, j'ai vu les murs par terre. Voilà, j'en ai ramené un petit fragment, d'ailleurs, il est chez moi. Voilà, un souvenir. Mais ça, c'était une journée, un moment terrible, quoi. Puis surtout, quand à un moment, je me suis dit, va falloir que tu les appelles, la famille de Frédéric, pour dire que Frédéric, il n'y a plus de Frédéric, quoi. Et ça, c'est dur, hein, quand vous êtes dans une situation comme ça. Il faut dire que, en fait, l'ordre de mission, c'est moi qui l'ai signé pour qu'il aille là-bas. Donc, c'est ma responsabilité, en fait. Voilà. Et donc, heureusement, ça ne s'est pas passé. J'ai quand même appelé sa famille pour lui dire, ça y est, on l'a retrouvé. Et sa compagne me croyait pas, en fait. Et donc, moi, j'étais là au bout du fil, mais j'en pleurais presque pour essayer de la convaincre, de lui dire, si, je vous assure, moi, je ne l'ai pas eu. Mais mon collègue qui m'a dit, c'est sûr, il est vivant, je vous assure, il est en vie. Voilà. Ça, c'était un moment... Voilà, c'était vraiment très, très fort, quoi. Et voilà. Et on a eu, malheureusement... on a géré un autre décès. C'était un stagiaire qui était là-bas et qui était parti, qui, sur son jour de congé, est parti tout seul dans la montagne et qui... tout seul, faire ce qu'il ne faut jamais faire, aller faire une escalade tout seul dans une montagne. Il est tombé, il était tout seul, il est mort. Et voilà, là aussi, le stagiaire, il était parti, donc il a fallu le retrouver. C'est des collègues d'ailleurs qui l'ont retrouvé au bout de 48 heures, parce qu'ils sont partis le chercher. Bon, ça aussi, c'est des moments, très... C'est dur, quoi, parce que on est responsable, voilà. Même si on se sent responsable, même si en final, on a...
C'est un stagiaire qui part un dimanche faire de l'escalade. On se sent responsable parce qu'il est en Haïti, mais il aurait été en France, on ne se serait pas senti responsable. Voilà, mais c'est comme ça. Voilà. Puis il fallait expliquer aussi aux collègues que non, vous n'étiez pas responsable. Vous ne pouviez pas l'attacher et vous ne pouviez pas l'empêcher de faire ça. Voilà, ça fait partie aussi des choses qu'il faut faire. Voilà, et puis après, on vit des moments aussi, des moments formidables, parce que quand on voit ce qu'on fait sur le terrain, quand on voit effectivement ce qu'on apporte comme aide, comme solution à des gens qui ont vraiment besoin, quand c'est sortir de la pauvreté, aider des gens à sortir de la pauvreté, c'est pas rien. Moi, il y a des images et des histoires du Gret, il y en a qui sont formidables. Par exemple, moi, la dernière fois que je suis allée au Cambodge, pour une mission, alors là, j'étais plus au Gret déjà, c'était pour une réunion d'ONG internationale. J'ai besoin d'aller chercher de l'argent avec ma carte bleue. Je vois un distributeur de cartes bleues, Amret. D'argent, Amret. Amret, ça vous dit rien? Amret, c'est une institution de microfinance qui a été créée par le Gret au Cambodge. Et qui a été créée parce que les paysans cambodgiens, en fait, ils avaient besoin qu'on leur prête de l'argent pour pouvoir investir, acheter, faire des choses. Et alors, l'histoire, c'est qu'au départ, le collègue, à l'époque, l'équipe qui avait imaginé ça, en fait, le truc, c'était de prêter des marmites pour faire du sucre de palme. Parce que le sucre de palme, c'est la sève des palmiers qu'on récolte, qu'on fait bouillir, qu'on fait concentrer. On fait ça dans des marmites, tout ça, bon bref. Donc le truc, c'était la marmite, et on prêtait aux gens, puis ils rendaient une marmite, et après, ils la rendaient, etc. Donc c'était ça qui servait en fait de prêt. Et puis on s'est rendu compte que, en fait, c'était pas opérant de prêter des marmites, c'était beaucoup plus intelligent de prêter de l'argent. Voilà. Et voilà. Et donc c'est parti de là. Et 20 ans après, vous voyez, dans la rue, au Cambodge, un distributeur automatique d'argent qui vient de cette institution de microfinance. Voilà, c'est quand même incroyable. Incroyable. Voilà. Mais ça, c'est des actions positives de toutes vos actions. Et on voit votre métier qu'en fait, déjà, c'est dur d'être pris à ce métier de direction et d'association qui a des missions à l'international, les décalages horaires, on ne peut pas être là et on ne doit pas se sentir responsable de toutes les actions des gens. Donc, ça a l'air d'être intense émotionnellement. Donc là, c'était le Gret, il y a eu d'autres associations après. Et aujourd'hui, le sujet, c'est quand même l'association que vous dirigez aujourd'hui, France Nature Environnement, qui a une volonté plutôt environnementale, mais aussi sociale. Moi, ma question, c'est, vous avez commencé par l'enseignement, la Confédération paysanne. Comment on arrive dans ce milieu plutôt autour de l'écologie et du social, sachant que ces thématiques, vous avez commencé dans les années 80, 83, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. À l'époque, ça devait pas être le thème, ça devait pas être un thème aussi présent qu'aujourd'hui. Non. Comment on tombe dedans dans les années 80 ? Alors, comment on tombe dedans ? D'abord, moi, j'ai toujours aimé la nature. Toujours, voilà. J'ai toujours aimé me promener en forêt, regarder des petites bêtes dans des flaques d'eau. Et j'ai tenté de faire des élevages de vers de terre à 5 ans sans succès. Ça m'a pas marché. Bon, c'était pas sympa pour les vers de terre qui sont morts. Enfin bon, bref. Voilà, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait des études d'ingénieur agro parce que j'aimais l'environnement, la nature, l'agriculture. Voilà. Et puis il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est en 1978, c'est le naufrage de la Moko Cadiz. Voilà, parce que je suis bretonne par ma mère et je suis allée j'avais 17 ans et je suis allée pendant les vacances de Pâques chez ma tante qui habitait juste à côté de là où, à quelques kilomètres de là où, de Port-Salle, là où la Moko avait fait naufrage. C'était un pétrolier ? C'était un pétrolier, ouais, un gros pétrolier. Et en fait, il s'est pété en deux et le mazout est sorti, tout ce qu'il y avait sur la cargaison est sorti. Et moi, c'est ce que je me souviendrai toujours à la fois l'odeur. Alors, j'y étais allée pour aider à nettoyer les plages. L'odeur, le fait qu'on n'entendait plus la mer, on n'entendait plus les vagues, parce qu'en fait, c'était une mer d'huile, littéralement, puisque c'était que du pétrole. Et un truc qui m'a beaucoup frappé comme image, c'était dans un creux de rocher. Dans un creux de rocher, j'ai vu, il y avait une flaque de mazout, de toute façon il y en avait partout, et il y avait des tout petits crustacés qui étaient à l'intérieur en train de se débattre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Je vais les sortir, mais je ne peux pas les sortir, ça ne sert à rien, ils vont mourir là. Et c'était un sentiment à la fois d'impuissance, de colère et de gâchis, et où on se dit, mais c'est quand même, c'est nous les humains qui faisons ça, mais c'est quand même, c'est quand même
incroyable. On peut pas laisser faire des choses comme ça, quoi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a, beaucoup marqué. Et quand j'étais quand j'ai fait mes études d'ingénieur agro, on nous donnait, dans les bouquins qu'on nous donnait, on nous disait de lire, il y avait notamment des bouquins d'un type qui s'appelle Dominique Soltner. J'imagine qu'il est décédé aujourd'hui. Mais en fait, tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la préservation des sols, il faut planter des haies, il faut les garder, il ne faut pas mettre de cochonneries, il faut entretenir l'humus des sols, tout ça, il faut faire de la polyculture, etc. Tout était dedans. Donc tout ce à l'agro, on vous disait, les bouquins de cours, c'était ça. Tout ça, c'est ça. Puis au final, on voit une agriculture française qui ne fait pas ça du tout. Enfin, pas que ça du tout. Voilà. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut oublier la Confédération paysanne, c'est l'environnement et le social. Hein. Voilà. Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de la situation de détresse des agriculteurs. Ceux qui ont créé Solidarité Paysan, SOS Paysans en difficulté, toutes les mesures d'aide aux agriculteurs, enfin, toute l'aide au quotidien pour venir aider les gens à s'en sortir, à avoir... à la fois pour les aider à monter des dossiers d'un point de vue juridique, d'un point de vue économique, discuter avec la banque, et puis aussi avoir tout ce lien social avec les gens pour leur dire mais non, c'est pas ta faute, mais non, t'es pas forcément, voilà, et essayer de les sortir de la détresse. C'est la conf qui a fait ça, hein. Voilà. Bon, c'est pas les autres, hein. Voilà. Et comment vous expliquez que, vous me dites, là pendant vos études d'agro, il y avait déjà tout écrit dans le bouquin? Donc, je pense que cette école a formé des ingénieurs qui ont monté des entreprises d'agro et qui ont créé le système alimentaire français. Comment on explique qu'on est passé dans un mode industriel et qu'on n'a pas appliqué... Mais parce que c'était déjà avant. Le modèle industriel français, il date des années 60. Le modèle agricole industriel français, il date des années 60, de l'après-guerre. Enfin, même un peu avant. Hein, on pourrait commencer un peu... Même avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait déjà... Parce que entre les lobbies des produits phytopharmaceutiques, les produits... Enfin, c'est les lobbies des semenciers, les lobbies des engrais, les lobbies des pétroliers, les lobbies de l'agroalimentaire, après derrière, hein, et les lobbies de l'agro-industrie, qui sont extrêmement puissants. On voit très bien ce qui... Enfin, je veux dire, même encore aujourd'hui, on le voit encore, les décisions aujourd'hui des ministres de l'Agriculture, mais c'est n'importe quoi. Enfin, certaines. Bon, voilà. On voit bien qu'il y a quand même... ça reste encore, quoi, ces lobbies. Non, on ne peut pas changer de modèle, il faut encore laisser le temps à l'adaptation que... Oui, non, mais enfin, ça fait combien de temps qu'on le sait ? Ça fait combien de temps qu'on le sait ? Vous, ça fait presque 40 ans que vous travaillez là-dedans. Ça fait presque 40 ans et c'est les mêmes combats, en fait. Voilà. Moi, je n'ai pas ce recul nécessaire. Je commence à comprendre ces sujets. En 40 ans, qu'est-ce qu'on constate sur... Alors, quand même, il y a des choses qui changent. On a l'impression qu'il n'y a rien qu'à bouger, mais ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui changent. Il y a une prise de conscience citoyenne, quand même. Voilà. Oui. Quand même, voilà. Il y a... moi, je me souviens... Quand j'étais des trucs, on verrait plus aujourd'hui, mais rien qu'y penser, ça vous fait rire. Je me souviens d'une émission de télé qui était une émission de débat à la télé, genre un envoyé spécial suivi d'un débat. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était à peu près ça. C'était sur l'agriculture biologique. Voilà. Et donc, il y avait un type qui était là, c'était Philippe Desbrosses, qui est un peu le pape de l'agriculture biologique en France. Enfin, il a fait beaucoup, etc., etc. Il a créé notamment la ferme de Sainte-Marthe. Et il y avait un mec à côté de lui qui est arrivé sur le plateau et qui a sorti une pomme pourrie. Et qui a dit, mais l'agriculture biologique, c'est ça qu'on fera manger à nos enfants. On fera manger des pommes pourries, parce qu'on ne mettra pas de produits chimiques, donc on aura des pommes pourries qu'on va donner à nos enfants. Ça fait rire aujourd'hui, hein. Mais c'est à la télé quand même. Hein. Voilà, et c'était dans les années 80. Et c'était pris au sérieux, ça Desbrosses a répondu, mais... Personne n'a eu. Enfin, le journaliste n'a pas éclaté de rire, par exemple, en disant monsieur, vous êtes ridicule. Enfin, voilà. Oui, c'était pris au sérieux. Ouais. Ça faisait partie des arguments. On va donner des trucs qui seront pas sains à manger. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne verrait plus ça quand même. Hein. C'est l'inverse aujourd'hui. Voilà, c'est l'inverse aujourd'hui. Donc, il y a quand même une prise de conscience, il y a quand même des choses qui bougent, il y a quand même la préservation de l'environnement. Alors, nous, on trouve qu'on ne fait jamais assez, bien sûr, mais il y a quand même des progrès qui ont été faits. Il y a quand même des lois, il y a quand même de la réglementation européenne. Et heureusement que l'Europe est là pour protéger l'environnement. Il y a quand même de la réglementation européenne, il y a des choses qui avancent. Voilà, il y a des choses qu'on fait bouger. Donc voilà. Bon, après, c'est vrai que je pense que ce qu'on avait, enfin, avec le recul, ce qu'on n'avait pas vu, c'est le plastique partout et ce que ça nous fait comme pollution, vraiment, et qu'aujourd'hui on se dit mais il y en a vraiment partout et comment est-ce qu'on fait pour s'en passer, voilà, et que tout, il y a du plastique partout.
On en mange, on le sait très bien. On en mange, et puis essayer d'utiliser des trucs sans plastique aujourd'hui, essayer de trouver un tube de dentifrice où il n'y a pas de plastique. Faut prendre sans plastique, faut prendre zéro déchet. Sinon, c'est ça, faut prendre zéro déchet, sinon on n'en trouve pas, quoi. Donc il y a quand même des choses qui avancent. Il y a une prise de conscience. Après, ce qui est compliqué, c'est le poids de certains lobbies, et puis aussi la frilosité des politiques qui disent non, si on fait ça, les gens vont pas nous suivre. Mais en fait, ils se trompent, parce que les gens, ils sont prêts à suivre maintenant. Les maires ont peut-être prouvé ça, justement, les dernières élections municipales. Il y a des maires qui... Oui, il y a les maires... En fait, les maires, quelque part, ils se rendent bien compte qu'il y a un certain nombre de choses. La transition écologique, faut qu'elle avance. Et aussi qu'il y a des choses dans les villes... passer au vélo partout, le plus possible, les mobilités actives, utiliser plus de transports en commun, avoir des trucs moins polluants, remettre des arbres, arrêter de bétonner partout. La plupart des maires aujourd'hui, alors même si c'est pareil, tout le monde ne trouve jamais que ça va assez vite et que ça va jamais assez loin, mais il y a quand même des choses qui avancent plutôt dans le bon sens. Voilà, je sais pas, moi, à Paris, le fait qu'il y ait plus, et puis il y a plus de voitures sur les berges de la Seine. C'est quand même un immense progrès. Hein. Non, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'était après le premier confinement, toutes les pistes cyclables qu'ils ont mis en place en 2 minutes. J'étais là. Oui, c'est ça, voilà. Donc non, il y a des choses qui avancent. Voilà. Et vous en faites partie justement de ces actions avec France Nature Environnement. C'est une association qui a plus de 50 ans, si je ne dis pas de bêtises. Elle a été créée en 68. Mais j'avais vu qu'il y avait des actions déjà auparavant, avant la structure. En fait, France Nature Environnement, c'est une fédération d'associations. Donc, les associations qu'ont créées France Nature Environnement, elles sont forcément antérieures. Voilà. La plus ancienne, c'est la Société nationale de protection de la nature, qui date de 1800 quelque chose. Voilà. J'espère qu'ils vont pas écouter, parce qu'ils seront pas contents que je ne me souvienne plus de leur date de naissance, mais qui sont très très vieux, et que en fait tout le monde connaît, parce que c'est eux qui gèrent la réserve nationale de Camargue. D'accord. Entre autres. Voilà. Ils font plein d'autres choses, mais c'est eux qui gèrent la réserve naturelle de Camargue. Voilà. Et si il y a des flamants roses en Camargue, c'est grâce à eux. Voilà. On peut les remercier. On peut les remercier, oui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, France Nature Environnement, parce qu'il y a beaucoup d'actions. Est-ce que vous pouvez revenir sur toutes ces actions que vous faites? Alors, il y a la fédération. La fédération. Alors nous, notre boulot, la fédération, on fait 2 types de travail. On a un travail qui est de fédérer nos membres. Alors fédérer nos membres, ça veut dire travailler avec eux, écouter leurs besoins, essayer de leur apporter de travailler avec eux pour trouver des solutions, pour faire un certain nombre de choses, les faire travailler en commun pour sortir de l'intelligence collective, et puis arriver à échanger des bonnes pratiques, des choses comme ça. Par exemple là, pendant toute la crise sanitaire, moi j'ai participé à beaucoup de groupes de travail et de discussions avec les cabinets ministériels pour trouver des aides pour les associations, parce que il y a un moment, il faut trouver des solutions. Donc on fait tout ce travail-là de fédération, et puis de faire mouvement ensemble pour peser ensemble pour arriver à quelque chose. Alors ça, c'est notre autre volet, c'est le gros volet. C'est le volet plaidoyer politique. On peut appeler ça du lobby si on veut. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec le mot. Notre boulot, c'est de faire changer les politiques publiques. Voilà. Et donc de peser sur les décideurs pour faire changer les politiques publiques. Donc peser sur des décideurs qui sont les ministères, les parlementaires, mais aussi on travaille aussi avec les acteurs économiques. Parce que si la transition écologique qu'on veut, elle se fera pas sans les acteurs économiques. Donc il faut qu'ils le fassent aussi. Donc il faut les convaincre. Voilà. Donc on dialogue avec eux aussi pour qu'ils fassent cette transition écologique. Et puis ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est que nous, on se bat contre tous ceux qui font des dégâts à l'environnement. Donc on porte plainte, souvent, très souvent. On prend, je sais pas combien, on a de dossiers par an qui sont mis au tribunal. Alors on va porter plainte contre des gens qui font du trafic d'espèces protégées. Alors ça peut être des gens qui capturent des chardonnerets, c'est interdit, c'est des espèces protégées, qui surpêchent la civelle, vous savez, les bébés anguilles. On porte plainte contre cela. On porte plainte contre les pollueurs. Quand vous avez Lafarge qui rejette des cochonneries dans la Seine, on fait partie de ceux qui portent plainte contre eux. On porte plainte contre l'État quand l'État laisse faire des choses illégales, ou lui-même prend des décisions qui sont pas conformes au respect de l'environnement et pas conformes au droit et à la réglementation européenne. On porte plainte contre l'État. Et puis en gros, notre taux de réussite, c'est plus de 80% de nos actions, on gagne.
Donc, voilà. Donc ça prouve que j'ai l'impression que c'est un peu David contre Goliath. Hein. Vous me parlez, vous avez cité des noms comme Lafargue. Il y a aussi, vous avez porté plainte contre Total, ArcelorMittal, l'État, qui sont des Goliaths. Comment on fait en étant David pour gagner autant face à ces mastodontes? Parce que en fait, alors le droit de l'environnement, il a été construit par France Nature Environnement. D'accord. Voilà. C'est toute la règle. On a fait beaucoup de jurisprudence. Parce que vous savez que le droit, en fait, ça se construit avec, il y a les lois, mais il y a la jurisprudence qui est derrière. C'est-à-dire comment on fait appliquer les lois. Et ça, c'est les tribunaux qui font la jurisprudence. Et donc, beaucoup, ça a été fait par France Nature Environnement. La jurisprudence a été construite petit à petit. On a un réseau juridique avec des gens qui sont des experts. Alors, on a deux juristes, on a deux personnes, parce qu'on a plusieurs juristes salariés à France Nature Environnement qui ne travaillent pas forcément dans le réseau juridique. On a un réseau juridique avec 2 juristes qui sont salariés. Et puis on a un réseau juridique. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce réseau juridique? Il y a des salariés de nos associations, il y a des juristes dans nos associations. On essaye d'en avoir à peu près un dans chaque grande région française. Mais on a aussi des profs de droit qui sont là, on a des gens qui sont, c'est leur métier. On a des avocats qui travaillent pour nous bénévolement. Hein. Quand je dis c'est le réseau juridique de FNE, c'est des bénévoles. Donc qui après leur cours, après leur truc, après leur machin, ils vont donner du temps parce que ils sont à la fois ils sont juristes, mais ils sont aussi passionnés par la défense de l'environnement. Donc on va voir, je vous dis, des avocats, on a des gens qui sont des juristes en entreprise, voilà, qui le disent pas forcément à leur patron, mais qui sont bénévoles à France Nature Environnement. Et puis donc c'est des gens qui sont extrêmement pointus, voilà. Et on a par exemple, on a un de nos pilotes du réseau juridique de France Nature Environnement, il s'appelle Raymond Léost, c'est un spécialiste du droit constitutionnel, et toutes les grandes bagarres qu'on a au niveau constitutionnel et les grandes victoires, c'est grâce à lui en fait qu'on les a. Voilà. Parce que c'est lui qui fait les recours et tout ça. Voilà. Donc c'est aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la partie influence, qui permet en amont aussi un peu de déblayer le terrain pour derrière pouvoir travailler sur les lois. Pour revenir sur l'influence, là il y a un exemple très concret, je l'ai vu hier en préparant l'interview, c'est concernant la loi climat. Oui. Moi je savais pas qu'on pouvait le faire, je l'ai direct partagé à ma cousine qui m'aide sur le projet. Et est-ce que vous pouvez expliquer justement ces jeux d'influence? Et moi ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est que j'habite dans le 10e arrondissement, je fais cette demande sur votre site internet et je tombe sur le député Benjamin Griveaux, donc ça m'a fait rire avec toutes ces histoires qu'il a eues, et je me suis dit bon, on va quand même lui envoyer un message, s'il arrive à pousser ça et que ça lui met une graine dans sa tête, tant mieux, mais bon, je pense que c'est le cadet de ses soucis en ce moment, l'environnement. Est-ce que vous pouvez expliquer ces jeux d'influence à travers les députés dans ce cas de la loi climat? Alors nous on est donc vous savez que la loi climat, elle est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Bon, le président de la République avait promis qu'il ferait ça sans filtre. Il avait mis 3 jokers. Bon, sans filtre, c'est pas SANS, c'est CENT, hein, parce que des filtres, il y en a plein. Voilà. Les citoyens ne se retrouvent pas dans le projet de loi. Le projet de loi tel qu'il est fait, en fait, il est bien insuffisant, mais tout le monde le sait. C'est des études indépendantes qui l'ont montré, etc., des grands cabinets d'expertise qui ont montré qu'en fait, on n'y arriverait pas au résultat de limiter à 1,5 degré, etc., avec ce qu'il y a dans ce projet de loi. Et le gouvernement le sait, hein. Voilà. Et donc, ils ne vont pas assez loin. Alors, nous, on essaie d'intervenir en amont sur le projet de loi, donc auprès des ministres, etc., etc. Puis après, quand ça passe au niveau parlementaire, on intervient auprès des députés qui sont dans la commission, donc ceux qui vont préparer les premiers amendements, etc., etc. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On demande aux citoyens d'interpeller leurs députés. Voilà, parce que c'est les députés qui votent la loi. Et donc, les députés, ils ont des électeurs à qui ils rendent compte. Donc, si les députés, ils reçoivent des courriels de leurs élus, de leurs électeurs, qui vont leur dire mais il faut aller plus loin, il faut faire plus, il faut faire mieux, et on compte sur vous et il faut y aller, peut-être que ça va les faire bouger, les parlementaires. Voilà, ça, et puis le fait qu'il y ait des gens dans la rue dimanche pour les marches pour le climat, c'est très important. Très important. Parce que c'est ça qui faire bouger les parlementaires. Puis en plus, aujourd'hui, ce qu'il faut faire bouger, c'est les parlementaires de la majorité. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir, en fait. Donc c'est les parlementaires de la majorité. Mais honnêtement, ça se passe très très mal. Ça se passe très très mal parce que, alors pour les gens qui ne sont pas spécialistes des questions parlementaires, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Quand les députés proposent des amendements au texte, à un projet de loi, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent mettre comme type d'amendement pour éviter que vous avez une loi, je sais pas moi, sur l'agriculture et puis que dedans on vous mette un truc sur l'école. Voilà. Bon, ce qui est un peu logique. Voilà, ça n'a rien à voir. Un peu de cadrage. Voilà, un peu de cadrage.
Sauf que là, donc les parlementaires de la commission et ceux qui gèrent le texte, ils ont dit, ok, les rapporteurs, ils ont dit, ok, on va regarder les amendements, mais on va être vraiment bien vigilants pour qu'ils restent bien dans le sujet. Et ben, vous savez quoi ? Il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été déposés parce qu'il n'y avait rien sur la pratique du vélo dans le projet de loi. Il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés, portés par des députés, qui reprennent parfois le travail des associations, même souvent, hein, c'est aussi notre boulot hein, de les aider à faire ça, sur le vélo. Et ben, ils ont tous été rejetés parce que ça n'a rien à voir avec le climat. Voilà. Donc ils ont été... Vraiment, ils ont pris la façon la plus... Ils sont en train de faire en sorte que cette loi soit la plus verrouillée possible et qu'il y ait le moins de possibilités d'influence pour les parlementaires sur ce sujet. Ils sont en train de la réduire à peau de chagrin, de faire un truc totalement étriqué de ce qui était le grand combat de Make Our Planet Great Again, quand même. Hein. C'est tout au début du combat du président Macron, il avait dit ça, de son mandat. Et ils sont en train, là, de faire en sorte que ce projet de loi, on puisse pas vraiment l'amender, il verrouille de partout, et qu'on arrive à un truc qui, au final, soit un truc qui soit pas suffisamment ambitieux. Et on aura raté une grande occasion. J'ai l'impression qu'on rate tout le temps les grandes occasions. Il y avait celle qui me vient à l'esprit, c'était... au Danemark, avec Barack Obama, pareil, tous les dirigeants qui viennent, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise, mais je dirais que c'était à 5 ou 10 ans, et on se disait la même chose, il y avait des images, des posters, des présidents dans les métros de cette ville, 10-15 ans après, ils s'excusaient justement de leur inaction. J'ai l'impression que c'est un peu tout le temps la même chose qui se répète, c'est mon point de vue hein, personnel. Vous dites que ça change de votre côté. J'ai l'impression que ça passera que par le citoyen. On va pousser un peu le politique, mais ce qui est compliqué, c'est que il faut deux choses. Il faut bien sûr que les citoyens ils changent leur façon de faire. Voilà, ils consomment autrement, ils fassent attention, ils soient plus sobres, ils fassent attention à la planète. On jette pas son mégot dans la rue parce que ton mégot qui est jeté dans la rue, forcément il va se retrouver dans une rivière qui va se retrouver dans la mer et là tu pollues autour, etc., etc. Bon, il y a ce côté-là, mais ça c'est pas suffisant en fait. Il faut changer les politiques publiques parce que les citoyens ils vont changer, mais s'il n'y a pas des règles, des contraintes, des trucs, des machins, ça marchera pas. Voilà, on sait bien que le marché tout seul ne régule pas. Ça ne marche pas. Il faut, si on dit ça c'est important, il faut éviter la pollution, il faut éviter de faire ça, il faut arrêter d'artificialiser les sols pour telle et telle raison, il faut mettre des cadres, il faut mettre des règles et il faut que ça soit respecté. Respecté par les entreprises, mais respecté par les élus aussi. Hein. Parce que souvent, les élus, eux, il y a notamment les maires, enfin, pas tous, hein, mais il y en a aussi un certain nombre qui font un peu n'importe quoi sur leur territoire. Voilà. Et qui ne respectent pas, la réglementation. Donc, il faut les deux, en fait. Et en fait, moi, ça fait partie d'un des fils rouges de mon parcours, hein, depuis le début. Hein. Il y a effectivement le côté environnement, il y a effectivement le côté social. Et quand je suis parti dans la solidarité internationale, c'était pour le social, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup les questions de développement durable, avec tout ce qu'on peut aimer dans ce mot-là ou pas. Je suis revenu, à un moment, j'ai voulu sortir du secteur de la solidarité internationale pour revenir sur des problématiques françaises, sur un territoire, mais toujours sur des questions environnementales, sociales. Et le grand fil rouge, toujours, c'est la régulation. Il faut des politiques publiques pour réguler. Sans politique publique, on n'arrive à rien. Et il faut des vraies politiques publiques qui soient là au service des citoyens et au service de la société. Et qui doivent servir l'intérêt général et pas l'intérêt particulier. Et toujours, à la Confédération paysanne, on se battait pour ça. Hein. Quand on veut une politique agricole c'est des politiques publiques. Hein. C'est certainement pas de politique. C'est des règles, des lois, des choses qui obligent en fait, et qui disent le cadre il est là. Et si on veut aller vraiment dans l'intérêt commun, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas de politique publique, c'est la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est celui qui a l'argent ou c'est celui qui a le plus de pouvoir. Et et on sait ce que ça fait. Hein. Ça fait des dégâts épouvantables partout. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Europe et vous avez dit qu'elle avait fait beaucoup pour l'environnement, qu'elle avait mis beaucoup de textes de loi. On sait qu'aujourd'hui, l'Europe a un pouvoir énorme, même sur la France. Est-ce que... Bon, il y a quand même une politique ultra-libérale de l'Europe, mais est-ce qu'on ne peut pas espérer aussi qu'il y ait quelque chose de cette institution qui est au-dessus de beaucoup de pays européens, en fait? En matière d'environnement, heureusement que l'Europe est là. Hein. Parce que l'Europe, elle a mis en place la directive oiseaux, par exemple, pour protéger les oiseaux, pour protéger les migrateurs. Ce qu'on appelle la directive Habitat, pour protéger la biodiversité. La directive cadre sur l'eau, que la France ne respecte pas toujours, mais qu'on fait...
nous, on fait, enfin, nous, pas que nous, mais nous, on le fait beaucoup, c'est on intervient en justice et puis on peut aller remonter jusqu'en haut et interpeller la Commission européenne et pour qu'elle dise à la France, dites donc le gouvernement français, là, vous n'êtes pas conforme, là, vous allez avoir des amendes, s'il vous plaît, respectez, etc. Voilà. Non, en matière environnementale, l'Europe a fait pas mal, hein. Beaucoup de choses même. Voilà. Alors, on peut trouver que, voilà, la directive REACH sur, vous savez, sur les produits polluants, c'est l'Europe. Après, on peut trouver que c'est pas suffisant. Bien sûr, il y a des choses, ça va pas, il y a des choses, c'est pas suffisant, mais en matière de protection de l'environnement, l'Europe fait avancer des choses qui s'imposent à tout le monde. Voilà. Donc, et donc, c'est quand même, pour le coup, l'Europe a une action plutôt positive. Ce qui est compliqué avec l'Union européenne, c'est qu'effectivement, c'est en matière économique. Voilà, ça, on est d'accord. Mais, et l'aberration aussi sur un certain nombre comment dirais-je, l'incohérence des politiques européennes. Si vous regardez les traités commerciaux qui sont des traités de libre-échange, qui en fait en matière environnementale sont une catastrophe en général. Voilà. Et souvent plus pour les pays exportateurs que pour les Européens eux-mêmes d'ailleurs, hein, souvent. C'est souvent comme ça. Mais non, l'Union européenne voilà, fait quand même plutôt des choses plutôt positives en matière environnementale. Voilà. Puis ce qui est fort aussi, c'est que donc nous on fait partie d'un mouvement européen qui s'appelle le Bureau européen de l'environnement, qui regroupe voilà, les associations, les fédérations de défense de l'environnement qui sont dans les différents territoires européens. Et qui, voilà, eux aussi, à Bruxelles, ils jouent un rôle de lobby assez important auprès de la Commission, auprès des parlementaires, pour faire, et auprès des États membres aussi, pour voilà, faire en sorte que on ait effectivement que le Green Deal ne soit pas juste un vain mot, mais que ça serve effectivement à quelque chose et à faire effectivement basculer l'Europe dans la transition écologique. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays en Europe qui sont plus avancés que d'autres. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut espérer là? On dit toujours qu'en ce moment la décennie qui vient, 2020-2030, va être un tournant majeur. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour nous en tant que citoyens pour accélérer les choses? Bon, il y a déjà plein d'actions sur votre site internet, donc si vous cherchez des infos, il y a pas mal d'infos. Mais voilà, quels sont votre souhait ou recommandations pour les 10 prochaines années pour qu'on se bouge? Je pense que c'est les politiques qu'il faut bouger là. Il faut faire comprendre aux politiques que le citoyen il est prêt à bouger, lui. En fait, il y a plein de gens qui ont déjà changé leur façon de consommer, leur façon leur façon de consommer, leur façon de choisir leur alimentation, leur façon de partir en vacances, leur façon de se chauffer, qui abandonnent EDF et le nucléaire pour passer chez Enercop, par exemple. Enfin bon, voilà, il y a plein de gens qui le font. Mais ce qu'il faut, c'est que le politique derrière, il suive, quoi. Voilà. Ce qu'il faut, il faut qu'ils suivent. Donc après, donc qu'est-ce qu'il peut faire le citoyen? Le citoyen, donc il peut peser sur le politique. Il peut aussi s'associer à des combats qui sont menés sur le terrain, parce que je vous ai parlé de nous, ce qu'on fait ici, mais FNE au total, c'est 3500 associations sur l'ensemble des territoires français, métropolitains et dans les Outre-mer. Et à chaque fois que vous avez une bagarre environnementale quelque part, à chaque fois, vous avez un militant de France Nature Environnement. Alors peut-être on ne sait pas qu'il est de France Nature Environnement, peut-être que même lui-même, il ne le sait pas qu'il est membre de France Nature Environnement et qu'il va être membre d'une association de défense de la rivière, je ne sais pas quoi, etc. Mais en fait, il est membre du mouvement FNE. Voilà. Et des gens du mouvement FNE, les bénévoles du mouvement FNE, les militants, vous les avez dans toutes les luttes environnementales sur le terrain, partout, sur tout le territoire, partout. Ils sont là. Et donc, c'est des gens qui se battent et il faut y aller aussi. Aller se battre avec eux. Et dans aussi ce qu'ils font nos bénévoles, ils font nos militants, ils font ce travail-là, mais ils font aussi tout un travail aussi de protection de la nature. Donc on a beaucoup d'associations qui gèrent des espaces naturels protégés. On a beaucoup de gens qui sont dans nos associations et qui sont des spécialistes, des botanistes, des mammalogistes, voilà, des spécialistes de la nature, des spécialistes des insectes, et qui font en sorte de contribuer à leur côté à la préservation de la biodiversité, aussi en allant participer à sauver les crapauds au moment de la reproduction des crapauds quand ils traversent les routes pour aller dans les mares et qu'ils se font écraser sur les routes, qui vont aller compter, vérifier le nombre de tulipes dans tel endroit, parce que vérifier qu'il n'y en a pas qui sont détruites et que c'est vraiment une zone à protéger, qui vont
également regarder et compter la population des libellules. C'est très important parce que ça permet de voir la qualité des cours d'eau ou des choses comme ça. Toutes choses que l'État français ne peut pas faire parce qu'il n'a pas suffisamment d'agents sur le terrain. Voilà. Et d'ailleurs, l'État français diminue tout le temps le nombre d'agents, des fonctionnaires sur le terrain, à l'Office français pour la biodiversité, par exemple au ministère de l'écologie. Là, tous ceux qui se font la police de l'environnement, les gens ils sont de moins en moins nombreux. Voilà. Et sans la police, on ne peut pas protéger l'environnement. Il en faut aussi des gens comme ça. Donc là, je comprends bien qu'il faut de toute façon, aller dans le milieu associatif pour passer à l'action et essayer de contribuer à ces actions-là. Vous avez dit au tout début de l'interview que vous êtes battu auprès de l'État pour justement mettre en avant la cause des associations et la difficulté qu'elles traversent en ce moment à cause du premier confinement. Ouais. Quel est l'état aujourd'hui des associations que vous défendez suite à cette année compliquée ? Alors, très honnêtement, pour le coup, il y a eu les mesures qui ont été décidées pour les entreprises, chômage partiel, etc. Ça, c'était aussi pour les associations. Donc, finalement, à ce jour, dans le secteur de la protection de la nature et de l'environnement, je ne parle pas des associations de la culture. Hein, voilà. D'un point de vue économique, voilà, la situation des associations, elles ont réussi à obtenir des aides aussi parce qu'on s'est battu pour faire changer les dispositifs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des choses sur lesquelles une association, ça rentre pas dans le cadre. C'est pas la même chose qu'une petite, même si c'est quelque part une petite entreprise, c'est pas la même chose que, je sais pas, un garage, quoi. Voilà. Donc il y a des termes techniques qu'on n'utilise pas, c'est pas les mêmes. On n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a pas, enfin bref. Donc voilà. Donc mais il y a des choses. Et le gouvernement a quand même pris la mesure. Ils ont fait un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on s'est battu, Voilà. Mais on a quand même réussi à obtenir pas mal de choses et d'engagement du gouvernement sur le maintien des subventions, les aides aux associations, etc. Le problème, c'est qu'il y a un dispositif en ce moment, qui s'appelle le fonds d'urgence, qui n'est... En fait, les associations vont demander les aides, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont rejetées parce que, encore une fois, on rentre pas dans les cases. Voilà. Et puis, c'est compliqué parce que... par exemple, il y a un moment, les aides venaient pour les entreprises qui étaient touchées par les fermetures administratives. Fermetures administratives, on ferme un cinéma, le mec qui travaille dans le cinéma, il est obligé de fermer, il n'a pas le choix. Voilà. Mais nous, on a beaucoup d'associations, c'est à peu près la moitié des gens qui travaillent dans nos associations sur le terrain, c'est des animateurs nature. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire des interventions auprès, dans tous les milieux, des familles, etc., etc. Mais pendant le confinement, fermeture des écoles. Donc, eux, ils ne pouvaient pas les travailler dans les milieux scolaires. Puis le confinement, il est arrivé mi-mars, au moment où la nature se réveille. Donc, c'est au moment où on fait le travail avec, justement, avec les scolaires. C'est là aussi qu'il y a les sorties nature, qu'il y a l'été aussi, qu'on fait beaucoup de choses pour promener les gens, etc. Mais ils étaient pas touchés par une fermeture administrative, ce qui faisait qu'on leur empêchait. C'était juste les enfants n'étaient plus à l'école, donc les animateurs nature pouvaient plus aller la voir. Alors, on a quand même des associations qui ont essayé, je pense notamment à FNE Haute-Savoie, ils ont essayé de mettre en place des trucs justement pour des nouveaux outils avec des vidéos, des trucs, des machins pour arriver quand même à toucher les scolaires. Et donc ça, c'était super parce qu'ils ont quand même réussi à le faire. Donc voilà, donc pour le moment, mais ce qui est très dangereux en fait en ce moment, c'est pas tellement l'impact de la crise Covid sur les associations, c'est le projet de loi séparatisme. Parce que vous avez entendu parler du projet de loi séparatisme. Non, j'en ai aucune idée. Si, c'est ce fameux projet de loi qui a été proposé à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, vous savez, pour contre notamment, qui vise à éviter qu'il y ait des atteintes fortes à la laïcité, qu'on puisse répandre des propos haineux contre des gens et tout ça. Il y a un titre dans ce projet de loi qui est en ce moment, qui va rentrer au Sénat, qui touche les associations. Quand vous dites la séparation, c'était pas dans le cadre des écoles qui vont être pas privées, un petit peu. C'est notamment pour éviter qu'il y ait des écoles qui soient complètement en dehors du cadre de la République, l'égalité entre les filles et les garçons, la laïcité, tout ce qu'on apprend aux enfants, etc., soit pas conforme en fait aux lois de la République. Voilà. Et donc en fait alors au départ, on l'a appelé projet de loi séparatisme. Maintenant, il a changé de nom parce que c'était quand même pas terrible. Il s'appelle projet de loi pour favoriser le respect des principes républicains. Ok. En quoi les associations sont-elles concernées par ça ? Eh bien parce que dans ce projet de loi, il y a un certain nombre on va obliger les associations,
pour pouvoir avoir un agrément, ou pour pouvoir avoir, y compris une reconnaissance d'utilité publique, ou pour pouvoir avoir des subventions publiques, à s'engager à respecter un contrat d'engagement républicain. Alors en soi, comme ça on dit bah oui, les associations c'est normal. Oui, mais c'est normal, nous on respecte les lois de la République, il n'y a pas de problème. La question c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat d'engagement républicain? Dans les propositions qui sont sur la table aujourd'hui, il y a dans un des articles, on dit que l'association ne fera pas de prosélytisme abusif. Pour le prosélytisme, c'est pas que religieux. Hein. Nous, on en fait du prosélytisme. Nous, notre objectif à FNE, c'est qu'il y ait la transition écologique et sociale partout sur tous les territoires. Et on se bat pour ça tout le temps, tous les jours, et on le répète tout le temps, tous les jours. C'est du prosélytisme. Est-ce qu'il est abusif? J'en sais rien. Qui c'est qui décide que c'est abusif ou pas abusif? Donc nous, on va s'engager à plus le faire? C'est pas possible. C'est notre ADN. Pas possible. Dedans, il y a aussi un truc où on dit qu'on va respecter l'ordre public. Personne ne sait ce que c'est que le respect de l'ordre public. Voilà. Quand on fait une manifestation pour empêcher la construction d'un barrage à Sivins, par exemple, voilà, et que effectivement le barrage n'est pas construit parce qu'il y a eu malheureusement la mort d'un adhérent de France Nature Environnement, parce que les gendarmes sont intervenus pour empêcher que des gens là protègent la zone humide. Donc là, j'imagine qu'on aurait dit que FNE ne respectait pas l'ordre public parce que nos associations locales ont appelé et soutenu. Hein. Elles continuent à se battre pour défendre cette zone. Eh ben ouais, mais ça c'était en 2014 et puis 6 ans après, on a gagné au tribunal. Et le tribunal a bien dit que oui, l'État avait fait des choses illégales. Il avait laissé faire et pris des décisions qui n'étaient pas conformes à la loi. Donc, nous, on nous aurait dit, vous ne respectez pas l'ordre public, vous remboursez la subvention publique que vous avez, s'il vous plaît. Voilà. On vous retire vos agréments. Alors que qui est fautif au départ, c'est l'État. Donc la notion d'ordre public, c'est un truc, on ne sait pas ce que c'est en fait. Hein, c'est vraiment très ambigu. Quand on fait un sitting dans une rue pour protester contre, voilà, pour dire, on voudrait que le gouvernement se bouge sur le climat. On respecte l'ordre public ou pas? Grande question. Donc c'est une loi extrêmement dangereuse contre lesquelles toutes les associations sont vent debout. Alors personne n'en parle parce qu'en fait tout le monde est focalisé sur cette histoire d'islam, en disant c'est une loi pour ça, mais en fait pas du tout. C'est peut-être ça, mais il y a un gros volet sur les associations qui est dans cette loi qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement dangereux. Donc on va en plus donner une responsabilité plus forte aux dirigeants d'une association sur ce que va donc le président, hein, sur ce que va faire, ce que feront les adhérents d'une association. Mais c'est pas parce que vous pouvez imaginer quelque part qu'il y a un militant de FNE qui est bénévole de FNE et qui, au nom de la défense de l'environnement, il va, j'en sais rien, moi, attaquer, je sais pas quoi, faire un truc totalement illégal. Ok, mais le président de France Nature Environnement, il n'est pas responsable de ce que fait un adhérent de France Nature Environnement. Même si le gars, il dit, je fais ça pour défendre l'environnement. Nous, on n'a rien demandé. Donc, on n'a pas appelé à une action illégale. Le type, il fait une action illégale, c'est pas mon président qui est responsable. C'est le gars tout seul. Mais du coup, vous voyez, on est en train de mettre en place, pour les associations, ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de vouloir totalement contrôler les associations. Ils vont demander aussi d'avoir accès à tous les fichiers des donateurs. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, tout à l'heure on parlait de la loi climat, oui. Sur le cadrage de la loi climat, oui. Où ils ne voulaient pas mettre des choses essentielles dedans, comme le vélo. Ouais. Et là, vous me parlez de cette loi, ils vous rajoutent dedans, hors cadrage de cette loi. Non, il l'avait prévu dès le départ en fait. Il l'avait prévu dès le départ, parce que ce qu'il voulait dès le départ, c'était contrôler les associations dont ils estiment que c'est des associations qui poussent au séparatisme. Voilà. Peut-être, il y en a quelques-unes, ok, mais c'est une infime minorité. Et puis de toute façon, qu'a fait le gouvernement là? Il a voulu dissoudre Baraka City et le comité contre l'islamophobie en France, qui sont deux associations, mais ils l'ont fait. Voilà, et il y a eu recours et les associations ont perdu. Enfin, il y en a une au moins, je suis sûr, elle a perdu, l'autre, je ne sais pas. Donc, ils ont déjà les moyens de faire ça. Ils ne sont pas obligés de contrôler tout le monde et de les mettre comme ça. Voilà. Et de rajouter une couche en plus sur des choses sur lesquelles, en fait, ils sont en train de tuer la liberté d'association. Voilà. Et c'est très dangereux parce que ce projet de loi, il s'en prend à toutes les associations militantes. Les associations de gens qui vont de défense des droits de l'homme, toutes les associations qui vont défendre des migrants, toutes les associations qui vont défendre l'environnement, toutes les associations qui se battent pour le respect des droits, eh ben on va s'attaquer à elles.
Et y compris peut-être les associations qui travaillent dans les quartiers populaires, ou tous les quartiers d'ailleurs, et qui gèrent des centres sociaux, comme ce qu'est en train de faire la secrétaire d'État chargée de l'engagement. Voilà. Ouais, mais ça rejoint un peu toute leur politique qu'on ne voit pas. La loi sécurité, notamment pour les journalistes, c'est un peu... C'est toutes ces lois, et celle-ci, on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas du tout. Et à chaque fois qu'on en parle, on en parle uniquement sur ce côté religieux. Oui. Voilà. C'est pour cliver les opinions. Exactement. Alors que derrière, si on regarde concrètement ce projet de loi, vous savez, en fait, moi, ce projet de loi, je m'en suis commencé à m'intéresser parce que je savais qu'il y avait un truc sur les associations dedans. Bon. Et puis, il y a un des rapporteurs, sur le rapporteur justement spécial association, qui dit Efreneux, j'aimerais bien vous auditionner. On s'est dit, pourquoi ils nous auditionnent nous il auditionne le mouvement associatif, qui est donc le mouvement associatif, c'est en gros la fédération des fédérations associatives en France. Voilà, c'est le machin qui représente tout le monde. On s'est dit, mais pourquoi ils veulent nous auditionner? Alors, on sait qu'ils ont auditionné le mouvement associatif. Le mouvement associatif nous a dit, nous on en est membres, on est au conseil d'administration, tout ça. Bon, ok. Donc on a regardé un peu plus près le projet de loi. J'ai regardé un peu plus près, j'ai dit, mais j'ai compris. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour les défenseurs de l'environnement, c'est très très dangereux ce truc. Voilà, donc on a fait l'audition, on a discuté avec le parlementaire qui était là, le rapporteur, il n'était pas tout seul, il était plusieurs, etc. Et puis donc je lui ai expliqué tous les dangers, il me dit oui, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Je dis bon, alors vous allez porter nos amendements, où on dit qu'il ne faut pas ce truc. Ah non, on ne peut pas, le gouvernement ne veut pas. Voilà, parce que en fait les parlementaires, là, ils n'utilisent pas leur droit de parlementaire et ils ne s'opposent pas au gouvernement. On est dans un monde un peu bizarre, on est un peu tombé sur la tête là. Voilà. Et on a un gouvernement qui de fait n'aime pas les associations. Il les aime pas. Il préfère les individus, mais pas les associations, pas les gens qui se regroupent entre eux pour défendre des causes et pour se battre. En fait. Ouais, c'est une menace. On l'a déjà vu de toute façon. Bon, c'était pas une association, mais les Gilets jaunes, ça a été quelque chose qui les a chamboulés. Complètement, oui. Complètement, oui. Et mais ça fait un peu froid dans le dos. J'essaie de me dire comment on va faire pour combattre ça, et en fait j'ai l'impression qu'on n'a pas d'armes contre ça, vu que c'est l'État qui décide, qui fait passer ses lois. Dans tous les cas, ils ont un pouvoir parce qu'ils ont la majorité et tous leurs députés. On a tous un pouvoir à un moment, c'est le jour où on vote. Ouais. Voilà. Faut voter, faut pas s'abstenir, faut voter. Voilà. Et il faut choisir, faut savoir choisir pour qui on vote, mais il faut voter. Voilà, parce que les abstentions, c'est quand même... l'abstention, c'est en fait laisser le pouvoir aux gens qui sont contre nous. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voter. C'est important. Si on veut vraiment faire changer les politiques publiques dans le bon sens, il faut aller voter. C'est un bon point pour conclure cette partie avant les dernières questions. Allez voter. Donc là, on arrive dans les dernières questions. La première, elle est simple. C'est qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ? Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail ? Les gens avec qui je travaille, en fait. Parce que moi, j'ai la grande chance de travailler avec des gens, depuis toujours, soit des salariés, soit des militants, qui sont des gens investis, formidables, très engagés, experts de leurs questions, qui comptent pas leur temps, qui y mettent, qui ont beaucoup d'humanité. C'est des gens, quoi. Et comment on fait, c'était une question que je m'étais notée auparavant, c'est sur l'ambiance. Quelle est l'ambiance d'une association comme la vôtre où j'ai l'impression que tous les gens qui travaillent, les bénévoles, sont portés par une cause qui leur tient à cœur? Les gens sont tous portés par une cause qui leur tient à cœur. Alors l'ambiance en ce moment, on se voit plus, donc c'est un peu pas très gai, quoi, ça faut le dire. On se voit que par écran interposé, donc tout le monde en a marre et c'est un peu compliqué. Après, c'est aussi, on essaye aussi de trouver des... C'est compliqué, parce que à la fois, il y a de la convivialité, donc il y a de l'échange en temps normal. Il y a de la convivialité, les gens se voient, on aime se voir, on va manger ensemble, boire un coup, tout ça. Bon, mais donc c'est une ambiance très agréable en fait. Et en même temps, nous, vu ce qu'on est censé faire, vu ce qu'on voit tous les jours en matière de ce qui se passe en matière environnementale et le mur dans lequel on va en matière de pollution et de climat, c'est quand même pas très gai non plus tous les jours, quoi. On va le dire comme ça. Voilà. C'est quand même... faut avoir la foi chevillée au corps, je dirais, pour pouvoir continuer à se battre, quoi, en fait. Voilà. Ça me fait penser un peu à Star Wars, l'Empire et les Jedi. Quel livre ou ressources conseillerez-vous à nos auditeurs ?
Moi, le dernier truc que j'ai beaucoup aimé, c'est une bande dessinée qui s'appelle Les Grands Espaces de Catherine Meurice. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est Catherine Meurice, donc c'est une dessinatrice qui travaille notamment à Charlie Hebdo. Et en fait, elle raconte son enfance à la campagne. Voilà, où ses parents un jour, elle avait une sœur et ses parents un jour ont décidé de quitter la ville et de s'installer à la campagne. Et elles ont grandi voilà, dans la campagne, dans une maison, dans la nature. Et c'est un très beau livre. Ça donne beaucoup d'espoir aussi. Voilà. Qui aimeriez-vous écouter dans ce podcast ? Qui j'aimerais écouter dans ce podcast ? Alors là, pas un truc trop compliqué. On m'a déjà fait Nicolas Hulot, tous les grands de l'écologie. Pas un truc trop compliqué. Mais des gens intéressants en fait, mais pas, mais ceux qu'on n'entend pas trop. Parce que moi, je vous cache pas que j'avais cherché une interview de vous. Ouais. Et j'avais pas trouvé un format de podcast. Non. Donc plutôt une personne qui travaille. Mais moi, vous savez, FNE, je suis un peu dans l'ombre, parce que d'habitude c'est les bénévoles qui sont en avant. Ah. Oui. Ouais, mais c'est bien parce qu'on a eu toutes vos histoires de vie avec Haïti, voilà. Toutes les actions en ce moment. Qui sait que pourra entendre je sais pas ce qui pourrait être bien, je sais pas un gestionnaire de parc naturel par exemple. Voilà, ça pourrait être bien, qui vous raconte son quotidien tous les jours. Ou mon collègue Samuel Jolivet, qui est directeur de l'OPI. L'OPI, c'est l'Office pour la protection des insectes et de leur environnement. Il y est rentré il y a 20 ans. Il devait être stagiaire, je crois. Mais il est devenu directeur maintenant. Il est toujours dans ce truc. Il est passionné d'insectes et ils font des choses passionnantes à l'OPI. Voilà. Mais les deux sujets sont très intéressants. On fera les deux. Et pour finir, où c'est qu'on peut vous retrouver ? Où est-ce qu'on peut retrouver France Nature Environnement ? Sur notre site internet, bien sûr, fne.so.fr, sur Twitter, sur lequel on est très actif, sur Facebook aussi, bien sûr. On a aussi un compte LinkedIn, voilà. Et puis vous nous retrouverez, alors très concrètement, là, nous trouver dans toutes les marches pour le climat de France dimanche. Voilà. Le podcast il sortira après. Le podcast il sortira après. Et puis vous nous retrouvez dans beaucoup de fêtes de la nature, des choses comme ça. C'est pas forcément nous FNE National, ça peut être nos associations locales, mais on est dans plein d'endroits en fait. Voilà, donc on nous retrouve un peu partout. Et ce que vous pouvez faire, vous téléchargez l'application Sentinelle de la nature. Voilà, l'application Sentinelle de la nature, vous téléchargez sur votre smartphone et ça vous permet, quand vous vous promenez à la campagne, quand vous êtes quelque part, de pouvoir signaler une dégradation de l'environnement ou de signaler quelque chose de très positif pour l'environnement. Voilà. Et ça c'est aussi un moyen pour les citoyens de participer à la protection de la nature et de l'environnement. Et puis c'est une application qui a été développée, créée par les fédérations de France Nature Environnement. Donc quand vous faites ça, derrière, vous aurez un bénévole de France Nature Environnement qui va regarder votre signalement et qui va dire je le publie ou je le publie pas. Pourquoi des fois il le publie pas ? Parce qu'il a déjà été publié par exemple, ou parce que non, en fait c'est un conflit de voisinage, c'est pas exactement le bon truc, donc non, on le fait pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on publie, oui. Et un point important qu'il faut rappeler, on peut aussi faire des dons aux associations. Et on peut aussi faire des dons aux associations. Déductibles des impôts pour les gens qui payent les impôts, donc ceux qui ne payent pas, voilà. Donc vous pouvez aller aussi sur le site de France Nature Environnement pour nous faire des dons, voilà. Parce que ça, on a besoin d'argent pour travailler, faire des causes, etc., etc. Voilà. En tout cas, merci Bénédicte pour cet échange très intéressant et à bientôt. À bientôt. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.